Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jacques Nivon, le coprésident du groupe A10 à la métropole, et Jean-Luc Corbet, maire de Vars, coprésident également de ce groupe A10. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Notre métropole grenobloise compte 124 élus répartis en 8 groupes politiques. Le plus important d'entre eux n'est pas le groupe écologiste, ça n'est pas non plus le groupe socialiste, c'est le groupe de l'A10, celui qu'on surnomme un peu vite le groupe des petites communes. C'est un groupe puissant qui a obtenu 5 des 20 vice-présidences. Mais réussit-il vraiment à peser dans la construction métropolitaine? Les communes ne sont-elles pas noyées dans cette nouvelle organisation du territoire? On va poser la question à nos deux invités, les deux coprésidents de ce groupe A10, Jacques Nivon et Jean-Luc Corbet. On va commencer par vos communes respectives. Champs-sur-Drac, une commune de 3000 habitants. Oui, une commune d'un peu plus de 3000 habitants, une commune située au confluent du Drac et de la Romanche, une commune dont le tiers du territoire, enfin, un tiers est représenté par de la forêt, un autre tiers par le lit du Drac, et le troisième tiers, c'est la partie de la plaine, là où se développe à la fois l'habitat, les activités, qu'elles soient sportives, culturelles, et puis les activités aussi économiques de la commune. Une commune que peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas et ils ne savent pas ce qu'ils loupent. Je pense notamment aux hauteurs de la commune. C'est vrai qu'on passe à Champs-sur-Drac, on s'y arrête rarement, c'est un tort. Écoutez, la commune, elle mérite d'être connue, et pour la connaître, il faut entrer dans la commune. C'est-à-dire qu'il faut, disons, sortir de la route 85 et puis entrer dans la commune. Et à ce moment-là, vous découvrez à la fois une très grande richesse de la vie associative, très nombreuses associations qui animent la commune. Il y a des équipements culturels, il y a également des équipements sportifs. Alors, ce qui fait l'étonnement de ceux qui viennent dans cette commune, c'est le fait de sa taille, 3000 habitants, et de son niveau d'équipement, qui est un niveau d'équipement important par rapport à la taille de la commune. Mais ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait des politiques qui ont été menées par mes prédécesseurs, que j'ai poursuivis, et qui, je dirais, s'appuyaient sur le développement économique, sur des richesses créées par les entreprises pour dire de financer l'ensemble de ces activités et de financer également ces politiques sociales. Ouais, une commune qui a été assez riche, alors qui a connu des difficultés économiques, mais qui a réussi à attirer des grands groupes, notamment sur ces zones d'activité. Tout à fait. On a aujourd'hui l'activité de papier adhésif avec la société Avery Dennison qui est encore en développement aujourd'hui. Et puis toute notre zone d'activité, au fil des années, s'est développée et aujourd'hui encore accueille d'autres activités et permet le développement d'activités existantes. Vars, alors on connaît un peu mieux Vars, commune de 8400 habitants, plus précisément Vars-Allières-Hérissé. Oui, Vars-Allières-Hérissé. Le regroupement d'Allières-Hérissé et de Vars, il y a plus de 50 ans, donc déjà précurseur. Une commune de 2000 hectares qui, du Drac jusqu'aux crêtes du Vercors, s'étage avec une plaine avec une vocation agricole, mais aussi une réserve dans son sous-sol, une réserve hydraulique importante pour l'eau potable de notre agglomération grenobloise. Et puis un espace collinéen et un espace montagnard avec aussi une forêt abondante. Oui, alors, le plateau de Saint-Ange, c'est à Vars. Le plateau de Saint-Ange, bien connu des randonneurs, est à Vars. Comme beaucoup de communes de ce secteur sur le versant est du Vercors. Alors l'eau de Grenoble, effectivement, est captée sur la commune de Vars. Bon, Vars, c'est une commune qu'on connaît aussi bien pour sa caserne et sa maison d'arrêt. Alors oui, Vars accueille deux structures importantes. Le quartier militaire avec de l'ordre de 3000 militaires, fonctionnaires du ministère des Armées, et en face, puisque c'est dans le même coin de la commune, en face un quartier pénitentiaire, ils sont là tous les deux. Depuis que Grenoble a eu la chance de recevoir les Jeux Olympiques et qu'il a fallu relocaliser ces deux structures nationales. Et quand je parle de 8400 habitants, on compte les détenus ou pas? Alors, on compte les détenus qui ont besoin de purger leur peine, donc qui ont une résidence
principale varsoise. Excusez le, Voilà pour l'anecdote. le raccourci. Alors Jacques Nivon, vous étiez maire de Champs-sur-Drac jusqu'à la dernière rentrée, hein, il y a quelques temps encore. Vous avez souhaité passer la main en cours de mandat après presque 20 ans à la tête de la commune. Vous avez dit, c'est le temps de faire monter des jeunes. Bon, écoutez, je pense qu'il faut un temps pour tout. Et puis, il arrive dans la vie des rendez-vous qui sont inéluctables. Je pense que celui de l'âge est un de ces rendez-vous. Et à partir du moment où, dans une équipe, il y a potentiellement, je dirais, des qualités chez nos collègues pour dire de prendre des responsabilités, eh bien, il faut laisser ces jeunes prendre leurs responsabilités. Bon, certains maires évoquent la lassitude pour passer la main, d'autres la complexification des missions. Vous, c'était pas ça? Alors, j'ai abordé la question qui pour moi est essentielle, qui est celle de l'âge, comme je viens de l'indiquer. En même temps, il y a aussi un aspect qui probablement a joué, peut-être de manière plus inconsciente, c'est le fait que le capital de patience au terme de tant d'années d'exercice de la fonction commence à être un peu épuisé. Oui, parce que vous êtes maire, enfin vous étiez maire depuis 1999, mais élu depuis bien plus longtemps. Hein. Depuis 1983. Voilà, conseiller municipal en 83, vous avez été premier adjoint au maire, puis maire en 99. Votre profession, à la base, c'est... vous avez fait carrière dans la chimie. Hein. J'ai passé 40 années de ma vie professionnelle dans l'industrie chimique. Chez Arkema, on peut le dire. Chez Arkema, il n'y a aucun souci. Hein, donc, on est d'ailleurs très content de pouvoir travailler dans cette entreprise. Elle était à proximité de mon domicile à proximité. Et puis, cette entreprise, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, en tout cas, je l'espère, permettait à ceux qui commençaient leur carrière professionnelle d'évoluer au fil des années dans l'entreprise. Et chez Arkema, vous avez été délégué syndical, hein, militant syndical. Ah, ça fait partie d'une des facettes de mes engagements. Donc j'ai été pendant de nombreuses années responsable, secrétaire général du syndicat CGT de cette entreprise. Oui. Et même longtemps encarté au Parti communiste français, mais finalement vous avez abandonné cette carte politique. Écoutez, il y a déjà bon nombre d'années que je n'ai plus ma carte au Parti communiste. C'est vrai que je l'ai eu. Je suis d'ailleurs pas renié cet engagement politique parce que j'étais proche des salariés de mon entreprise. J'étais proche des gens qui sont dans la difficulté. Je continue d'être proche de ceux qui sont dans les difficultés de manière quotidienne. Mais en même temps, je considère aujourd'hui que la forme parti ne répond plus aux préoccupations de nos populations. On reparlera des partis politiques un peu plus tard, parce que précisément, le groupe que vous co-présidez l'un et l'autre, ce groupe A10, il n'affiche aucune couleur politique. On va en reparler. Toujours est-il, Jacques Nivon, que votre démission en tant que maire a donné lieu à de nouvelles élections en octobre dernier, et que c'est Francis Dietrich, l'un de vos anciens adjoints, qui aujourd'hui pilote la commune de Champs-sur-Drac. Jean-Luc Corbet, vous êtes maire de Vars depuis 2014, après avoir vécu un mandat dans l'opposition. Tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié d'être préalablement conseiller dans l'opposition, mais conseiller municipal, qui m'a permis de prendre connaissance du fonctionnement des rouages d'une collectivité. Et suite à un événement personnel, je me suis engagé, j'avais besoin de m'engager. Plus au-delà et plus profondément et plus complètement pour la collectivité que je connais bien puisque je suis varsois depuis 1977. Tout petit, vous étiez tout petit. Ayant atterri dans cette belle commune, dans mon premier poste qui était un poste d'agent technique à l'Office national des forêts. Voilà, l'ONF, hein, vous avez fait une bonne partie de votre carrière à l'ONF, spécialiste aussi des ressources en eau. Voilà, alors j'ai été dans le monde, voilà, mon activité professionnelle était plutôt une activité au départ forestière. Et j'ai rapidement, puisque l'avènement de la loi sur l'eau en 92 a fait qu'il a fallu puiser dans le réservoir de forestiers pour s'occuper de ce domaine un peu particulier que la réglementation, la législation avait reconsidéré.
Et aussi très investi dans la vie associative Voilà. À Vars. Les municipales, quand même, de 2014, on s'en rappelle, c'était pas gagné. D'ailleurs, ça a été gagné de très peu, à 25 voix. Hein. Alors, c'était gagné de très peu. Il n'y avait rien de gagné. D'ailleurs, aucune élection n'est gagnée d'avance. Il y a eu un débat, il y a eu un partage d'idées, et puis la population. La population m'a apporté sa confiance. C'était probablement à une période aussi où dans d'autres communes, il y a eu des renversements de situation. À Vars, je veux dire, ça a basculé en ma faveur. Et c'était une période un peu particulière aussi pour d'autres communes. Et à la métro, vous avez rejoint le groupe A10 que vous co-présidez aujourd'hui, très récemment, hein, en février dernier. Vous en êtes devenu, donc, il y a quelques jours, le co-président. Pourquoi avoir rejoint ce groupe ? Alors, j'ai rejoint ce groupe parce qu'on voit quelle est l'importance qu'a la métropole dans la gestion de nos territoires. Dans une gestion globale et puis dans une gestion plus locale, dans une gestion communale. Et le groupe A10 est l'exemple même du groupe qui, étant dans la majorité, est force de proposition et a des actions qui sont des actions de partage, de solidarité avec toutes les communes, sans exception, et notamment dans des communes périphériques à la ville-centre. Voilà, ce groupe A10, ça veut dire agir pour un développement intercommunal solidaire. Voilà précisément l'acronyme. On peut dire quand même tous les deux que vous avez une sensibilité de gauche. Alors, Jacques, je pense que... Alors, moi j'ai... J'ai cru le comprendre, en tout cas. Attendez, je pense qu'il faut faire attention par rapport aux termes que l'on utilise. Allez-y. Parce que quand on dit sensibilité de droite ou sensibilité de gauche, et que l'on observe le résultat des élections, à la fois pour ceux qui portaient ces sensibilités et ces casquettes, de droite et de gauche, que très rapidement, eh bien, ils n'ont pas été suivis par la population. Et qu'aujourd'hui, quelle que soit la présentation de ces sensibilités, les électeurs se détachent des urnes, ne font plus confiance à ces élus. Des deux sensibilités, celles qu'on peut dire de droite ou de gauche. Moi, je suis plutôt pour l'aspect de qu'est-ce qui peut caractériser quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite. Alors, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on est à la tête d'une commune de 3000 habitants, est-ce que ça veut encore dire quelque chose ? Je pense que ça peut dire, bien sûr, que ça parle. Dès l'instant où on est sur la base de plus de justice sociale, de plus d'égalité, on mène des politiques qui font en sorte de réduire les inégalités qui peuvent exister dans la société. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, au plan local, ça a du sens. Mais après, il n'y a pas que des communes qui ont une sensibilité de gauche, qui prennent en compte les difficultés sociales. Il y a des élus qui sont confrontés à la réalité du terrain et qui ont une autre sensibilité, s'emparent aussi de ces questions. Jean-Luc Corbet, sensibilité de gauche, vous l'assumez ? Oui, complètement, oui. J'ai une sensibilité de gauche, je l'ai annoncé dès le départ, à l'époque des élections. Mais j'ai aussi en même temps annoncé tout de suite derrière que mon seul parti, c'était Vars. C'était une expression qui est... Et si aujourd'hui je rentre à A10, mon seul parti, c'est la métropole. Alors, cette métropole grenobloise et ce fameux groupe A10, on va essayer de comprendre un peu mieux. Je le disais, il y a 124 élus métropolitains à Grenoble, 8 groupes politiques, 5 groupes dans la majorité, dont le groupe A10. Et vous êtes le groupe le plus important en nombre d'élus. Tout à fait. Le groupe, je dirais, comprend 29 élus métropolitains. Il représente 22 communes. Et donc, nous sommes très attachés à l'identité de ces communes. Et dans le groupe, nous sommes aussi attachés à l'identité de chacun des conseillers métropolitains du groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas ni de droite ni de gauche, comme on peut l'entendre ici ou là. Nous sommes et de cette sensibilité-là et de cette autre sensibilité. C'est-à-dire que quasiment dans notre groupe, toutes les sensibilités politiques se retrouvent. Donc nous sommes un groupe qu'on appelle polypolitique et nous sommes là par rapport à l'intérêt général
Et donc, nous sommes là aussi pour le respect des opinions des uns et des autres et leur indépendance par rapport aux messages qu'ils peuvent porter dans leur commune. Alors on voit là à l'image l'élection des vice-présidents, hein, je le disais. Alors 29 élus à 10 à la métropole et 5 vice-présidences, donc un vrai poids dans l'exécutif. À titre de comparaison, le groupe écologiste à la métropole, c'est 28 élus, hein, donc un de moins que le vôtre. Les socialistes ont 21 membres, 5 vice-présidents, je le disais. Au début, on disait, la 10, c'est le groupe des petites communes. Ça vous agace, hein, quand on dit ça? Alors non, ça ne nous agace pas du tout, puisque les petites communes font partie de la métropole. Et je rajouterais les petites, les moyennes et toutes les communes d'une façon générale. C'est un groupe qui rassemble. C'est un groupe, c'est une équipe, et parce qu'on a besoin de faire une équipe pour faire la métropole. Ça ne peut pas se résumer à une action forte d'une prédominance par rapport à d'autres intérêts. C'est l'intérêt général, Jacques le soulignait, et c'est bien cet intérêt général. Mais ça veut dire que si on a la nécessité de faire un groupe, pour dire ça, ça veut dire que ça n'allait pas de soi, c'était pas naturel? Alors, c'était un écueil possible? Il faut peut-être donner l'origine du groupe. Oui. Le groupe a été constitué à l'époque sous l'impulsion de Francis Dias, le maire de Saint-Paul-de-Vars. Donc il s'est constitué à la fin de l'année 2013. Donc il va fêter ses 5 ans d'existence, là, dans les 2 jours qui viennent. C'est un groupe qui s'est formé au moment de l'intégration dans la communauté d'agglomération de la communauté de communes du Sud grenoblois et des Balkans Sud de Chartreuse. Et la question s'est posée à ce moment-là de comment est-ce qu'on peut effectivement préserver l'intérêt de nos habitants, comment est-ce que l'on peut préserver l'identité de nos territoires ruraux, périurbains, montagnards. Et donc est venue la nécessité de former ce groupe dans cette grande communauté d'agglomération où effectivement le poids de la ville-centre Grenoble est important et où effectivement les communes de Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, enfin je dirais deuxième, troisième commune du département pèsent d'un poids aussi très important. Voilà, c'est un contrepoids finalement des communes périphériques, on va dire rurales ou montagnardes. Pas simplement un contrepoids, c'est aussi le fait de dire on doit partager. On doit, prendre en compte ce que sont les urbains avec leurs problématiques, et ils ont des problématiques, mais en même temps, les élus de ces grandes communes doivent aussi comprendre les problématiques des communes qui sont de taille plus petite. Et alors, Jean-Luc Corbet, est-ce que vous réussissez à peser face à ces grandes villes-centres, on va dire Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Échirolles, Fontaine? Alors, oui, bien entendu, puisque de toute façon, notre bassin de vie, on le partage. On connaît le pendulage. 75% des habitants des communes périphériques viennent travailler souvent en centre ou dans des pôles industriels, et vice-versa. Et donc, on occupe le même bassin de vie. On va au travail en agglomération lorsqu'on est urbain ou montagnard, puisque c'est aussi un volet. On représente les territoires ruraux, les territoires montagnards. Ces territoires qui apportent, d'une part, quand ils sont agricoles, une alimentation, puisqu'il peut y avoir du maraîchage, mais aussi un cadre de vie, un espace de vie et une qualité de vie, donc, à tout le monde, notamment à ceux qui en ont le plus besoin, puisque en ville, le week-end étant attendu. C'est le poumon vert, finalement, voilà, de l'agglomération, si je comprends bien. Alors, votre leitmotiv, c'est un développement intercommunal solidaire. Est-ce que ça passe pas, ça aussi, par un exécutif équilibré? Vous avez réussi à décrocher, entre guillemets, 5 vice-présidences, mais un exécutif équilibré qui intégrerait toutes les forces politiques. Vous savez, les groupes d'opposition reprochent à l'exécutif métropolitain de ne pas l'avoir accueilli les maires, pour faire simple, de droite ou les non-inscrits. Est-ce que c'est une erreur, ça ? Alors écoutez, on pourrait aussi retourner la question à ces élus qui s'interrogent de comment est-ce que ça se passe dans leur équipe municipale et savoir quelle place ils font à leur opposition.
Voilà, on peut retourner C'est aussi le jeu la politique, question. c'est ce que vous me dites. On peut aussi retourner la question dans l'autre sens. En ce qui nous concerne, on a toujours eu une position qui puisse permettre sur chacune de nos politiques, dans des groupes de travail, d'intégrer l'opposition pour dire qu'elle y participe. Bon, il se trouve que la réponse n'a pas toujours été au niveau que nous souhaitions. Oui, non, je pense que Sur l'exécutif, sur l'exécutif, la place de l'opposition dans l'exécutif. Écoutez, il y a des commissions où tout le monde est attendu, et pour prendre une décision, j'ai pour habitude de dire qu'il faut bien prendre la tâche et partager le travail avec quelqu'un, mais dès l'instant où la décision est mûrement réfléchie, peu importe qu'il y ait une présence ou pas de l'opposition, c'est mon sentiment. Il peut y avoir des compléments. Je rejoins ce que dit Jacques. Dans nos communes, on n'est pas forcément toujours ouvert à cette place à l'opposition, au niveau qu'ils l'attendent. Il peut y avoir des places pour la questure, il peut y avoir un certain nombre de propositions et d'améliorations. Le tout, c'est qu'il faut partager au moment du travail. Jacques Nivon, dans votre tribune libre du journal métropolitain ce mois-ci, vous écrivez « La commune doit demeurer le premier maillon de notre organisation territoriale, malgré les transferts de compétences et l'étouffement financier actuel. » On a tendance à oublier un peu trop les communes, à les gommer. Alors, la tendance aujourd'hui, je crois que tout le monde peut le constater, c'est de prendre des compétences qui jusque-là étaient exercées par les communes pour les amener à la métropole. Dire que la commune, c'est le lieu où l'habitant, le citoyen, vient, pose des questions, essaye d'avoir le plus rapidement possible des réponses aux questions qu'il peut poser. La commune, c'est l'échelon de proximité. La commune, c'est le lieu où on peut, je dirais, être écouté, être entendu, et où la proximité est telle qu'entre le moment où la demande est formulée et le moment où la réponse est apportée, le délai est court. Il faut faire très attention à un aspect des choses. On nous a dit, mais vous allez voir, vous allez, dans le cadre soit des communautés de communes, soit dans le cadre de la métropole, pouvoir faire mieux avec moins. La réalité n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des techniciens de très haut niveau qui apportent des réponses, qui permettent de régler des problèmes qui sont des problèmes importants. Il y a aussi une puissance, je dirais, d'un point de vue financier qui est derrière et qui permet d'apporter des solutions. On a vu notamment par rapport à la problématique des eaux sur la commune de Vives. Donc, de ce point de vue-là, il y a un véritable plus. Cependant, cette proximité, nous y tenons, cette diversité, nous y tenons. Oui. Et ce que j'entends, c'est que pour l'instant, cette promesse-là n'est pas tenue. On n'a pas réussi à maintenir ce lien de proximité en faisant métropole. Nous considérons que la métropole ne doit pas être, je dirais, quelque chose de pyramidal, avec, j'allais dire un peu technocratique, mais très centralisé, avec des décisions qui reviennent sur le territoire, mais que c'est avec les communes, avec cette richesse, avec cette diversité. Il faut quand même savoir que dans les communes, il y a, disons, dans les communes de la métropole, il y a 1000 conseillers municipaux. Et donc, c'est bien avec cette richesse et avec cette force que représente l'ensemble des communes qu'on peut faire métropole. J'entends bien ce que dit Jacques Nivon, Jean-Luc Corbet, mais est-ce que finalement vous avez réussi? Est-ce que 6 ans après la création de cette métropole, on a réussi à faire en sorte de faire mieux, moins cher, toujours aussi proche des citoyens? Est-ce qu'on a réussi? Quel est le bilan? Alors je ferai une double réponse. Une première réponse qui dit, à l'heure actuelle, l'état des lieux montre qu'on n'a pas encore réussi. Mais la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'on se doit de réussir. C'est positif, c'est bien. Voilà, on se doit de réussir. Et Jacques disait, on est le premier échelon, on est la porte d'entrée, on est le guichet pour les citoyens.
Et on est les correspondants de ces citoyens dans cet hémicycle lorsqu'on délibère à la métropole. Et c'est, qu'on le veuille ou non, que les instances le veuillent ou non, la commune reste ce maillon essentiel. Alors, j'entends bien la volonté. Hein. Si je peux, disons, apporter un certain nombre de compléments à la réponse, à la question qui est posée, c'est... faut mesurer aussi tout ce que... D'abord, le groupe a beaucoup appris, hein, parce qu'on est de communes avec des structures qui ne sont pas la dimension de celle de la métropole. D'autre part, nous avons fait entendre sur chacune des délibérations, soit par des amendements, soit par des propositions, l'avis de nos communes. On peut prendre plusieurs exemples. On peut prendre l'exemple du PLUI, où effectivement on a eu énormément d'échanges et où on a fait avancer des problématiques de nos communes. Alors certes, c'est pas parfait, mais toujours est-il que dans les différents domaines, nous avons apporté notre contribution. Les communes ont pesé d'un poids par rapport à la délibération et à la décision finale, bon, avec ce qu'elle représente. Et on pourrait faire le bilan, mais... on n'a pas prévu de faire un bilan complètement exhaustif de toutes ces avancées, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on peut considérer que la métropole, eh bien, elle prend en compte, d'ailleurs, il suffit d'écouter ce que peut dire le président Ferrari sur cette question. Il répète qu'il ne peut pas y avoir de métropole sans ces communes. Et je pense qu'on a pu aussi contribuer, à un moment donné, à ce type de discours. Bon, puis j'ai évoqué vos vice-présidents. Il y a quand même un vice-président aux finances, qui est quand même un poste clé dans une métropole. Mais Raphaël Guerreiro est un élu de la 10. Plus généralement, quittons la métropole. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en France, l'échelon communal est menacé? Est-ce que petit à petit... dans ce fameux millefeuille territorial, c'est pas la commune qu'on est en train de sacrifier en les obligeant à fusionner, à s'intercommunaliser? Alors, allez-y. Si je peux, par rapport, on vient d'adopter un manifeste, par rapport aux fusions de communes. Nous, on n'a pas d'a priori, ni d'opposition par rapport aux fusions des communes. Sauf que, il faut aussi... et ça dépend de la volonté de chacun des conseils municipaux des communes, c'est qu'il faut aussi que les habitants soient consultés. Sur chacun des problèmes importants où, de point de vue institutionnel, les habitants doivent être effectivement consultés. Jean-Luc Corbet. Oui, la décision appartient aux citoyens. Et le partage, le travail, la mutualisation, bien entendu que ça apporte des choses. Mais bien entendu qu'aujourd'hui, on sent une certaine pression, notamment des services de l'État. La pression financière, évidemment. Et bien voilà, par une pression financière insupportable. Aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. Ou difficilement supportable. Et on souhaite mettre l'accent sur des fusions. De l'autre côté, quand on sait qu'en France, il y a autant de communes en France que dans tout le reste de l'Europe réunies, est-ce qu'il n'y a pas trop de communes en France et trop de petites communes? Alors, je veux dire que chaque pays a son histoire. Nous avons la nôtre. Et comme nous souhaitons préserver, l'identité de nos communes, je crois que ce qui s'applique à nos communes peut aussi s'appliquer à l'échelon national. Et donc, préserver aussi notre identité, préserver notre richesse, parce que dans des communes, beaucoup d'élus sont des bénévoles et ils font le travail sur le terrain. Allez, voilà pour le plaidoyer des communes. L'ADIS qui porte la voix des communes dans notre grande aventure métropolitaine. Quelques dossiers métropolitains. Vous avez commencé à évoquer le PLUI. On va y revenir, le plan local d'urbanisme intercommunal. Avant ça, autre sigle, autre acronyme, le PDU, le plan de déplacement urbain. Il est porté par le SMTC. C'est en fait le grand projet d'organisation des mobilités à l'horizon 2030. À Champs-sur-Drac, ce PDU, vous avez tenu à l'amender. Pour vous, il manquait d'ambition pour le Grand Sud. Alors, effectivement, on a fait des remarques, on a fait des propositions.
crois qu'ils sont en partie prises en compte. Le problème des déplacements est pour notre commune quelque chose je dirais, d'essentiel. Tous ceux qui utilisent la route nationale 85 et ceux qui vont vers la métropole pour se rendre à leur travail savent très bien ou pour rentrer de leur lieu de travail jusqu'à leur domicile, qu'il y a des temps d'attente très longs sur ces voies. Je dirais que cette situation, qui était déjà une situation très compliquée, avec des bouchons récurrents, a encore été dégradé du fait de l'installation de feux, de façon à éviter un empilement de véhicules face aux sites chimiques, si bien que... Sur l'autopont, hein. Comment ? Sur l'autopont des usines... Sur l'autopont, tout ça, en face de l'usine chimique de Jarry, si bien qu'aujourd'hui, il y a d'une part des bouchons, mais d'autre part, toutes les voies secondaires périphériques sont effectivement complètement utilisées saturées par des personnes qui veulent rentrer chez elles au plus vite. Je vous donne un exemple, parce que je viens régulièrement à la métropole, mais le matin, à 5 minutes près, soit je mets une demi-heure de plus pour venir de Champsaur-Drac jusqu'à la métropole, soit je viens dans un laps de temps relativement court. Champsaur-Drac a tout le temps été une commune de transit. C'est aussi dû à son emplacement géographique. Mais dans le PDU, le plan de déplacement urbain, vous avez réussi notamment à obtenir davantage de bus pour l'ensemble du sud grenoblois. Mais vous dites le maillon cycle, par exemple, le déplacement vélo, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a des progrès à faire, comme dans tous les domaines, y compris par rapport à des déplacements de la commune sécurisés pour aller jusqu'à la gare de Jarry. Je dirais que cette question des déplacements, il ne faut pas non plus la couper des questions qui sont liées à l'aménagement du territoire, parce que c'est un ensemble. Il faut traiter à la fois l'emploi, les localisations des entreprises, l'habitat, et ensuite les déplacements. Si on construit de l'habitat sur les terrains qui sont disponibles dans la partie périurbaine et que parallèlement on n'amène pas des emplois, donc on va créer toutes les conditions pour dire de compliquer et de rendre encore plus difficile la circulation sur les voies actuelles déjà très encombrées. C'est aussi un problème à Vars. Alors là, on franchit le Drac, on est de l'autre côté du Drac, mais c'est la même problématique. C'est la même problématique. Et on a tenu, nous, lorsqu'on s'est exprimé sur le plan de déplacement urbain, on a obtenu d'abord à requalifier, à avoir une autre vision. On parle du Y grenoblois. On a aujourd'hui une tendance à évoquer le X grenoblois, puisque la branche sud se développe et elle se subdivise. C'est un bassin de vie qui est en voie de développement important. Et vous dites notre bassin de vie, il a été totalement oublié. C'est le seul, par exemple, qui n'a pas de fameuse autoroute à vélo. C'est Chrono-Vélo. C'est vrai aussi. Mais comme il y a un siècle et demi, le rail avait oublié de desservir la branche de Pont-de-Claix jusqu'à Vif. Est-ce que vous avez obtenu l'assurance, du coup, que ce PDU va corriger les choses ? Alors, on a obtenu, en tout état de cause, le PDU prévoit un certain nombre d'améliorations. On viendra probablement, parce que c'est incontournable, sur l'amélioration du rondeau et de la 480. Mais il y a une amélioration des transports en commun. L'enjeu, c'est la santé, à la fois la santé et à la fois l'économie. On ne peut pas continuer à laisser du personnel dans des voitures et perdre du temps et donc de l'argent. Donc l'activité économique s'en ressent. Mais dans l'immédiat, il faut donc dans l'immédiat améliorer cette circulation automobile, sachant que l'objectif final, c'est quand même bien l'amélioration du transport en commun pour avoir une fluidité de circulation qu'on n'a pas malheureusement aujourd'hui. L'élargissement de la 480, la requalification du rondeau, on a vu ces derniers jours qu'un premier recours en annulation avait été déposé pour la déclaration d'utilité publique prise par le préfet. Quel est votre avis sur ces deux gros chantiers ? Ils doivent se faire. Bien entendu, comme je le disais, ils doivent se faire sans oublier les intérêts, les enjeux. Les observations ont été faites dans le cadre d'une enquête publique. S'il y a un contentieux, la justice appréciera. Et aujourd'hui, toute la métropole
a statué et nous, on a voté favorablement à cette amélioration. Jacques Vivant, vous soutenez alors, on a voté. Donc maintenant, le Conseil métropolitain s'est prononcé et nous avons voté favorablement parce que c'est notre façon aussi d'apporter des réponses à nos problématiques. On ne peut pas d'un côté se plaindre que ça ne fonctionne pas, qu'on a un bouchon à tel et tel endroit, puis dès l'instant où on a des propositions et on a les moyens financiers pour mettre en œuvre les solutions, eh bien de dire on ne le fait pas. Que ceux qui ont pris la responsabilité de contester cette déclaration d'utilité publique, eh bien, écoutez, il leur appartient. Après, que ceux qui ont à faire leur travail dans ce domaine-là le fassent, et puis on verra ce que dira la justice. Le plan local d'urbanisme intercommunal, ce fameux PLUI, l'urbanisme, vous parliez des compétences transférées, l'urbanisme n'est plus de la compétence des communes, il est maintenant désormais de la compétence de l'intercommunalité. C'est une révolution pour les communes. Le PLUI doit être validé en 2019, adopté en 2020. C'est allé très très vite. Est-ce que c'est pas allé trop vite pour les communes ? Alors, écoutez, moi je ne sais pas comment répondre par rapport à la vitesse. Il est vrai que les services ont fait un énorme travail sur ces questions, avec l'agence d'urbanisme notamment. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu de l'écoute. Il y a eu de l'écoute des uns et des autres. Et quand notre vice-présidente à l'agriculture, Françoise Odinos, nous explique qu'on a rendu 90 hectares de terre à l'agriculture, alors qu'il s'agissait là de terres qui étaient destinées à l'urbanisation. Après, on dit aussi que dans le sud grenoblois, c'est la bétonisation, etc. Sauf que ça, c'est une idée qui est complètement fausse. Complètement fausse, parce que quand on regarde la réalité du contenu du PLUI, ce n'est pas ça la réalité. C'est qu'on va utiliser pour l'urbanisation moins de terres sur les 10 ans qui viennent que ce qu'on en a utilisé sur les 10 années précédentes. Mais ce qui donne cette impression de sururbanisation, c'est la densité, c'est la question de la densité. C'est-à-dire qu'on utilise moins de terres, mais on construit de nombreux logements. Donc la densité donne l'impression de bétoniser. C'est en fait ça ce que disent les gens sur le terrain. Oui, bien entendu. Bien entendu. Alors, je vais juste compléter, puisque Jacques a été discret là-dessus. Dans le Sud, il y a une économie parce qu'il y a une meilleure utilisation de ce qu'on peut appeler les friches industrielles. Il y a des potentiels qui existaient, et donc l'accent a été mis sur la réutilisation de ces espaces. Sur l'économie agricole, il a fallu mettre l'accent, puisqu'on est en voie de développement, l'agglomération grenobloise en tant que telle. Mais le développement ne peut pas se faire anarchiquement, d'une part, et puis ne peut pas se faire au détriment d'une production qui est essentielle pour nous, qui est la production locale, puisque les circuits courts, ça a une importance majeure. Et l'évocation de faire de la densification, notre groupe a souhaité qu'on apprécie cette densification en fonction de la situation dans laquelle où on se trouvait. La densification plein cœur de l'agglomération est une densification avec ses caractéristiques propres. En zone, en proche périphérie, elle a d'autres caractéristiques. Et puis, lorsqu'on est dans des bourgs, on a une densification qui se fait ou selon un axe de circulation et ou à proximité des voies de transport. On ne peut pas construire de la même façon, effectivement, au cœur des Chirolles et sur les zones périurbaines. Vous avez réussi à porter cette voie dans le cadre du PLUI ? On a réussi à porter cette voie et on a fait intégrer, compris, des éléments de densification dans chacune de nos communes, de manière à éviter qu'il y ait, je dirais, des secteurs avec des densités trop importantes de population. Simplement par rapport à la question de la vitesse. Je dirais qu'il y a des étapes qui sont incontournables par rapport à la mise en œuvre du PLUI. Et là, tous les temps de la concertation, de la consultation des uns et des autres, tous ces temps ont été respectés. Là où il y a, me semble-t-il, une difficulté par rapport à cette rapidité, c'est que le nombre de documents
la qualité des documents est telle pour qu'il y ait une appropriation collective, d'abord des élus municipaux et ensuite, je dirais, y compris des populations, c'est quelque chose qui ne va pas être simple et qui va effectivement prendre du temps. Allez, c'est ma dernière question précisément. Est-ce qu'on est tous devenus des Grenopolitains ? Est-ce que les habitants de la métropole ont le sentiment d'appartenir à cette métropole ? Est-ce qu'on a réussi ce défi ? En tout état de cause, je ne sais pas si c'est des Grenopolitains, en tout cas c'est des Alpins. Nous sommes dans une région qui a sa géographie, qui a ses atouts. On a une ville-centre très très dynamique. Ça, on l'était avant la métropole. Oui. On n'avait pas besoin de la métropole pour se sentir appartenir à un territoire. Mais tout à fait. Mais la gestion aujourd'hui est une gestion plus partagée. Notre souci à nous, c'est qu'il n'y ait pas de politique grenopolitaine ou de politique de petites communes qui prédominent. Il y a une politique métropolitaine. Jacques Nivon, Champs-sur-Drac ne doit pas devenir un quartier de Grenoble dans 15 ou 20 ans ? Alors, je ne sais pas comment répondre à votre question, mais pour moi, certainement pas. Champs-sur-Drac doit rester la commune de Champs-sur-Drac avec ses spécificités, ses particularités. Et je pense que si vous posez la question au maire de Grenoble s'il veut s'effacer devant la métropole, je ne suis pas certain qu'il dise non, moi je ne veux plus de Grenoble et je m'efface devant la métropole. Jacques Nivon, Jean-Luc Corbet, merci d'avoir été les invités du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet pour la question bonus. À la semaine prochaine avec un nouveau Récap Info. Saison oblige, nous partirons la semaine prochaine en station à la neige.